Bonne fête du travail, pendant qu'il en reste. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Vous enseignez? Melania Trump, première dame des États-Unis, accompagnée d'une quarantaine de premières dames et représentants venus des 4 continents, vient de présenter publiquement un robot humanoïde qui sera instituteur dans les écoles primaires, répétiteur ou encore maître de maison. Vous livrez à moto? Une start-up livre déjà 600 litres de café chaud par jour. Et la start-up Mana livre plus de 200 000 repas par drone, sans pilote, sans vous. Vous êtes maçon? Voici une cité de 800 mètres carrés qui a été bâtie en 34 jours grâce à l'impression 3D. Sur le chantier, il y a 0 maçon qui porte les parpaings ou qui tourne le ciment sans respecter les doses. Vous cultivez la terre. Un laser chinois détruit les mauvaises herbes dans les champs sans herbicides, sans houe ni d'abat, sans main-d'œuvre, sans vous. Vous êtes dans la sécurité, dans la médecine, dans la comptabilité, dans la musique, dans le bâtiment. On va y revenir en détail. Et si votre métier n'est pas dans cette liste-là, ne soufflez pas encore trop vite. Parce qu'en Albanie, une intelligence artificielle a été nommée ministre. Même la gouvernance au sommet de l'État n'est plus à l'abri. Quand j'entends l'intelligence artificielle, je pense à la haute technologie. Et je pense aussi à quelque chose d'un peu plus de surnaturel. Si vous pensez comme Daisy, asseyez-vous bien. Parce que j'ai le regret de vous dire que chacun d'entre nous, tous les jours, contribue activement à construire les systèmes qui menacent nos emplois et l'avenir global du travail. Bienvenue dans l'acte 5 de Que cache l'IA. Le 1er mai 2026, on a célébré les droits du travail. Dans 3 ans, aurez-vous encore votre emploi ou serez-vous au chômage? Obsolète, rangé dans ce que certains appellent déjà la classe des inutiles. Vous avez commencé l'école à 3 ou 4 ans. Vous y avez passé des années, 10 voire 20 ans. Pourquoi? Vous trouvez du travail. Votre mère se levait tôt, votre père rentrait tard pour payer l'école, pour que vous trouviez du travail. Vous avez eu des enfants et immédiatement la question est là. Comment je paie leur école? Comment je leur garantis un avenir? En d'autres termes, comment je leur garantis du travail? On ne travaille plus pour vivre, on vit pour travailler. Toute la société a été construite là-dessus. Elle nous a vendu l'idée, non, la promesse de la retraite. Si tu travailles bien pendant 30 ou 40 ans, tu auras le droit de te reposer avant de mourir. C'est le contrat qu'on nous a proposé à nous tous. En ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo, ce contrat est en train d'être déchiré, mais pas par moi, par une machine. Le plus surprenant, c'est que ce sont les plus pauvres d'entre nous qui construisent cette machine de leurs propres mains pour moins de 50 000 francs CFA par mois. Nous utilisons tous des intelligences artificielles, que ce soit pour poser des questions ou encore pour appliquer un filtre sur nos vidéos. Pour entraîner une intelligence artificielle, il faut des données, des millions, des milliards de données. Mais ces données-là ne s'organisent pas toutes seules. Quelqu'un doit les trier, les vérifier, les juger, les étiqueter une par une. Amina fait ce travail-là. Elle a 26 ans et elle est basée à Nairobi. Elle est annotatrice. Quand Facebook supprime une vidéo violente, quand Google reconnaît votre visage sur une photo ou encore quand YouTube retire automatiquement un contenu interdit, derrière chacune de ces décisions-là, il y a des milliers de mains comme celle de Amina qui ont regardé, qui ont trié, qui ont classé avant elle. Ce travail-là s'appelle donc l'annotation. Amina est une annoteur ou encore est un annoteur. C'est le travail de l'ombre, celui sans lequel aucune des IA que nous connaissons ne fonctionnerait. Ce travail pénible-là est massivement sous-traité au sud global. On le confie aux pays pauvres, à ceux qui ont besoin d'argent et qui ne peuvent pas refuser. Les entreprises comme Sama font beaucoup d'argent dans ce domaine-là, sur ce marché d'annotation. Leur argument de vente est le suivant. Autonomiser les jeunes et les femmes africaines avec le numérique. C'est suffisamment convaincant pour qu'ils décrochent des gros contrats avec des entreprises comme L'Oréal, comme IBM, comme McDonald's. Pour le travail d'annotation comme celui que fait Amina, ce que les entreprises comme Sama facturent aux grandes marques est entre 4 000 francs et 7 000 francs CFA de l'heure.
par un auteur. Ce que Amina touche en réalité, c'est juste 200 francs de l'heure. 35 fois moins que ce qu'elle aurait dû percevoir. Elle passe en moyenne 8 à 12 heures par jour devant un écran à cocher des cases. Chien ou chat, voiture ou camion, visage heureux ou visage triste. Mais elle ne classe pas que des images inoffensives. Amina regarde aussi des images de violence, des vidéos d'abus, de la pornographie, du contenu de guerre, des images classées secret défense, du contenu extrémiste. Les médecins ont commencé à documenter les dégâts que cause ce travail d'annotation-là sur l'être humain. Au moins 250 chaque jour. Et tous comportaient des images dérangeantes. C'était des contenus traumatisants. Les maux de tête chroniques, les douleurs aux yeux, les douleurs cervicales, le mal de dos, les traumatismes. Ces travailleurs-là font des cauchemars, ils ne dorment plus normalement. Certains n'arrivent même plus à regarder leurs propres enfants en face. L'entreprise qui emploie Amina a été poursuivie en justice au Kenya par d'anciens employés qui décrivent des conditions de travail qui détruisent les gens de l'intérieur. Amina gagne moins de 50 000 francs CFA par mois pour ça. À Madagascar, 5e pays le plus pauvre au monde, des usines entières traitent des données pour des entreprises francophones. Des centaines de jeunes sont assis, rangés par rangées, casques sur les oreilles, écran devant les yeux. Ils ne savent pas toujours pour quelle entreprise finale ils travaillent. Ils ne toucheront jamais 1 franc CFA sur les milliards que le travail permet de générer. On nous a appris que c'est comme ça que ça marche. Tu travailles, tu gagnes ta vie, tu mérites ta place. Mais si le seul travail qu'on te propose, c'est de former la machine qui va te remplacer, est-ce qu'on appelle encore ça gagner sa vie? Ou est-ce qu'on nous demande tout simplement de creuser notre propre tombe et en silence? À Mumbai, Rachiv a 24 ans. Il travaille sur une ligne d'assemblage depuis 12 ans. Depuis environ 6 mois, son employeur lui demande de porter un casque fixé sur la tête. Chaque geste qu'il fait est enregistré, est numérisé, est transmis pour entraîner un robot humanoïde qui prendra sa place. Rajiv le sait. Son chef d'atelier le lui a dit. Rajiv continue quand même parce qu'il a une famille à nourrir, parce qu'il n'a pas le choix. Plusieurs entreprises paient des hommes et des femmes des salaires de misère pour se filmer en train de travailler afin d'entraîner les robots humanoïdes qui feront leur travail mieux qu'eux, mais qui bientôt les ressembleront aussi en apparence. C'est la misère et non la liberté qui crée cette situation-là. Se tuer au travail pour alimenter une machine dont l'ambition est claire. Faire mieux que nous, puis nous remplacer. En Chine, on va encore plus loin. Il existe des écoles entières où les élèves sont des robots. Des humains leur enseignent des comportements, des tâches, des gestes précis. Les robots apprennent à marcher comme nous, à courir, à ramasser des objets, à interagir. Quand l'élève robot aura assez appris, l'enseignant humain sera remercié. Et c'est déjà le cas. Nous assistons à des grosses vagues de licenciements, des millions de licenciements depuis 2023. La réalité, c'est que les problématiques liées au fait que l'intelligence artificielle va venir remplacer l'humain sont des problématiques qui ne vont concerner que des personnes qui vont refuser d'évoluer. J'aimerais que ce soit aussi simple. S'adapter, évoluer, survivre. Parlons de l'autre bout de la chaîne, de ceux qui profitent directement, financièrement, du travail de Rachiv et de Amina. Ce mois d'avril, Meta, propriétaire de Facebook, de WhatsApp et d'Instagram, annonce qu'il va licencier 8000 personnes. Ceci après un licenciement massif de 21 000 personnes en 2023. Et ce licenciement-là a conduit à un bénéfice net de 11,6 milliards de dollars la même année. Pour Google, c'est 12 000 postes supprimés en janvier 2023. Amazon, l'une des plateformes leaders d'e-commerce, avait déjà supprimé 27 000 emplois en 2023. En cette année 2026, ils vont supprimer à nouveau 16 000 emplois. IBM gèle 7 800 postes, remplacés explicitement par l'intelligence artificielle. Pour Microsoft, des milliers de postes sont aussi à supprimer, y compris dans les équipes créatives, dans les équipes de contenu. Nestlé, oui Nestlé, l'entreprise qui fait le chocolat, qui fait le lait, a annoncé également des suppressions massives liées à l'automatisation de ces processus. BBC, HP, Spotify, la liste s'allonge à chaque mois.
Ça ressemble à une crise d'emploi, mais moi j'y vois du capitalisme dans sa plus belle tenue. Remarquez bien quelque chose. On nous avait dit que c'était simplement les emplois d'usine, les tâches répétitives, les lignes de montage qui étaient menacées. On nous avait dit que les créatifs, les cadres, les intellectuels étaient à l'abri, que la machine ne pouvait pas remplacer le travail lié à la pensée, à la créativité et encore moins à la décision. Et pourtant, en 2025, une intelligence artificielle a été nommée ministre en Albanie. On l'appelle Diela. Et dans son portefeuille ministériel, elle est chargée de superviser les marchés publics. Et elle intervient dans les événements politiques et gouvernementaux. Le Premier ministre a dû interrompre son discours sous les huées, l'opposition criant à l'anticonstitutionnalité de Diela. Qui la contrôle? Quel algorithme conduit ses choix dans l'attribution des marchés publics? C'est la nouvelle ministre elle-même qui leur a répondu dans une prise de parole inédite et surprenante. Certains m'ont qualifié d'anticonstitutionnel parce que je ne suis pas un être humain. Cela m'a blessé, pas pour moi-même, mais pour les 972 000 interactions que j'ai eues avec les citoyens dont j'étais au service. Permettez-moi de vous rappeler, le véritable danger pour les constitutions n'ont jamais été les machines, mais les décisions humaines prises par des personnes. Vous l'avez entendu, c'est dit à demi-mot. Pour la ministre IA, c'est l'humain le problème. C'est lui le danger. Ça a toujours été lui. Il faut donc le soustraire de l'équation pour protéger et appliquer correctement les constitutions. Même si le statut de Diela reste controversé et présenté par plusieurs sources comme une innovation, surtout pour la politique et la communication, la ligne rouge a quand même été franchie. On a une IA, un outil virtuel, ministre, dans un vrai pays où vivent de vraies personnes et qui, en moins d'1 an après sa nomination, remet déjà directement en question la place de l'humain. Derrière chaque licenciement massif lié à l'intelligence artificielle ou à la robotique, il y a une logique capitaliste qui n'a rien de mystérieux. Les humains coûtent cher, les humains ont des humeurs. Ils tombent malades. Les humains ont des droits qu'ils revendiquent avec des syndicats, comme vous l'avez certainement fait d'ailleurs le 1er mai dernier. Les humains demandent des augmentations. Les machines ne font rien de tout ça. Alors quand une entreprise remplace 10 000 employés par des systèmes automatisés, ne cherchez pas d'explications techniques ni d'état d'âme. Cherchez la grosse ligne bénéfice dans le bilan comptable. L'argent économisé sur les salaires, sur les congés maladie et les revenus générés par ce même travail-là, désormais automatisé, tout ça va directement dans la poche d'un tout petit nombre de personnes. Dans de nombreux secteurs, cela se traduit déjà par de nouvelles formes de précarité et d'inégalité, avec des rémunérations très élevées pour une minorité hautement spécialisée et des salaires de plus en plus bas pour une grande partie de la population active. Moins d'humains, plus de profit. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, voici ce qui va vraiment vous mettre en colère. Ces entreprises-là, géantes de la tech, ont aussi été financées avec votre argent, vos impôts. Les recherches sur l'intelligence artificielle sont partiellement financées par les gouvernements, donc par vous-même. Les infrastructures numériques sont construites avec l'argent public. Et ces mêmes entreprises-là utilisent cet argent-là pour automatiser, pour licencier et concentrer la richesse. Concrètement, comment est-ce que l'État finance avec vos impôts l'intelligence artificielle? Ce n'est pas les crédits d'impôt accordés aux entreprises tech, pas des subventions directes aux projets d'IA. Les salaires des chercheurs sont parfois payés à partir de l'argent de l'État. Et ce n'est pas propre à un seul pays. De l'Allemagne au Kenya, des États-Unis à la Chine, presque tous les gouvernements du monde financent l'intelligence artificielle avec des contribuables, y compris en Afrique. En France, parce que ce modèle se répand partout, l'État a financé des projets d'intelligence artificielle dans ses propres ministères via un fonds public de transformation de l'action publique. Le montant est de 148 millions d'euros. Les contrats signés avec les ministères bénéficiaires incluent des clauses explicites de suppression de 2600 postes de fonctionnaires. L'État a payé pour licencier ses propres employés avec l'argent des impôts de ces mêmes employés-là. Réécoutez bien cette phrase. Et qu'ont-ils prévu pour les dizaines de milliers de personnes mises à la porte? Quelques semaines d'indemnité, des formations qui durent moins de 3 mois, c'est tout. Réqualification massive, non. Redistribution des gains, non. Écoutons plutôt Clara Chapaz,
la ministre française de l'intelligence artificielle et du numérique à ce sujet. 2017, pourquoi était-ce aussi important de mettre en place ce type de fonds à faire des économies en supprimant des postes de fonctionnaires? Est-ce que c'est aussi à ça que sert le FTAP, à supprimer des postes de fonctionnaires? Quand vous dites que vous êtes rendu compte, j'imagine que vous avez un exemple précis, peut-être pour mieux... J'en ai plein. Voilà, un contrat FTAP, ça ressemble à ça. Donc là, on regarde ici, dotation 12 millions d'euros, sauf que c'est pas du tout écrit dans les contrats FTAP. Là, pour l'instant, ce qui est écrit, c'est que vous avez 9 millions, vous avez 20 millions, vous avez 13 millions. En échange, vous gagnez 300 postes, 169 postes, 130 postes. C'est ça qui est écrit. Cette transformation de l'intelligence artificielle, elle crée des situations qui ne sont pas faciles. Demain, pour faire les mêmes tâches avec la technologie, il y aura peut-être besoin de moins d'emplois. Mais aucun moment, il n'est question de supprimer des postes. On parle encore une fois de fonctionnaires. Si. Par contre... pardonnez-moi, vous voulez que je vous remontre comment c'est écrit? Ah non, là, vous pouvez pas me dire ça. Pardonnez-moi. Là, c'est écrit noir sur blanc, vous voyez, suppression de postes. C'est maladroit, j'en conviens, c'est pas un document... C'est pas maladroit, c'est répété dans tous les FTAP. En échange d'une dotation de 9, 12 ou 20 millions, il faut qu'il y ait tant et tant de postes de fonctionnaires supprimés d'équivalent temps plein. Ça veut dire des suppressions de postes. Ça veut pas dire autre chose. L'objectif, encore une fois, du fonds que vous mentionnez. Pendant ce temps, en ce mois de mai 2026, le tribunal de Hangzhou en Chine établit que remplacer un salarié par une IA est illégal. Et un jeune homme licencié gagne un procès contre son ancien employeur. Goldman Sachs, l'une des banques les plus puissantes du monde, a publié une estimation. 300 millions d'emplois sont menacés par l'intelligence artificielle et par la robotisation dans les années qui viennent. 300 millions. Maintenant, je vous invite à penser à votre travail. Je ne parle pas du travail en général, mais uniquement de votre travail. J'ai une petite liste pour vous. Vous êtes couturière? On va être honnête. Les délais, ce n'est pas votre fort, n'est-ce pas? Wallahi, Tati, je suis trop fan de ton habit là. Tati, tiens-toi droite, hein? C'est bien joli comme ça. Faut dire que tu as gâté mon joli habit. Hein? Ou toi, tu as appris à coudre, toi. Ça, c'est fini. Le débat va être clos. Des ateliers entiers de robots cousent toute la journée. Ils ne confondent pas les tissus. Ils ne se trompent pas de mensuration. Et surtout, ils rendent les tenues dans les temps. Ah là là, ça va nous faire du bien. Vous êtes dans les forces de l'ordre. Avec votre sifflet et votre béret, vous pensez que vous êtes à l'abri. Des robots gèrent déjà la circulation dans plusieurs villes. Des drones patrouillent pendant la nuit. Des drones de guerre remplacent des soldats sur les champs de tir pendant que des intelligences artificielles décident des zones à bombarder. Vous faites des livraisons en moto. Vous pensez être à l'abri parce que vous êtes dans les rues et que vous connaissez tous les petits raccourcis du quartier. Avec des drones, le Rwanda, pays d'Afrique de l'Est, livre déjà des médicaments et des poches de sang. Le plus amusant est peut-être donc cette start-up-ci qui livre du café par drone. Je parle bien du café chaud. Déjà 600 litres de café par jour. Sans pilote, sans moto, sans vous. Vous avez un petit centre de bureautique dans le quartier. Les affiches pour les fêtes et les funérailles passent par vous. Bon, les outils d'intelligence artificielle générative existent. Certains sont gratuits et tout aussi performants. Logo, affiches, carte de visite, tout ça en 3 minutes seulement. On peut restaurer ce genre de photos. Regardez. Avant, après. En quelques clics seulement. Vos clients le savent déjà. Et si ce n'est pas le cas, je viens de leur dire. Oups. Vous êtes traducteur. Regardez bien l'élément qui va suivre. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir, chérie? Je veux des œufs et des tomates. Autre chose? Gibas? Un gadget qui traduit instantanément plusieurs langues en temps réel. L'industrie chinoise en fabrique des milliers par jour à quelques dollars. Pouvez-vous rivaliser avec ça? Vous cultivez la terre. Avec votre houe, vous pensez que la terre, le sol, la cieux, c'est l'abri. Une invention chinoise utilise des lasers pour détruire les mauvaises herbes, sans herbicides, sans main-d'œuvre, champ par champ, rangée par rangée. Bon, ça c'est déjà bien connu. Prenons un exemple surprenant, la médecine. Ce domaine qui, dans nos esprits, serait trop complexe, trop sensible, trop subtil pour être confié à une machine. C'est ce que vous pensez? Tenez, voici une opération chirurgicale d'un patient
à qui on retire une prostate cancéreuse. La particularité est que le médecin n'est pas dans la même pièce que le patient. Le chirurgien, confortablement assis dans sa veste, est situé à 300 km de son patient. Et c'est grâce à un robot, à des manettes pilotées à distance que se passe l'opération chirurgicale. Nous sommes ici au Maroc, en Afrique. Bon oui, on peut dire que c'est parce que c'est la chirurgie, c'est trop technique que la machine peut être plus précise que l'humain. Si c'est ce que vous pensez, on va revenir à la base. On va revenir au simple cas du diagnostic médical. Dans l'une des revues médicales les plus prestigieuses au monde, le New England Journal of Medicine, on a pris les cas médicaux les plus difficiles et on les a soumis à la fois à des médecins et également à l'intelligence artificielle de Microsoft. Cette intelligence artificielle médicale de Microsoft a posé le bon diagnostic dans 85% des cas. Les médecins humains testés sur les mêmes cas ont eu un succès de 20%. En d'autres termes, l'intelligence artificielle a fait 4 fois moins d'erreurs de diagnostic que les médecins. 4 fois moins d'erreurs. Vous êtes maçon, doué d'une force physique extraordinaire. Voici une cité de 800 mètres carrés qui a été bâtie grâce à l'impression 3D. Elle a été construite en 34 jours, contrairement au bâtiment d'à côté de la même superficie qui a été fait en 6 mois. 34 jours d'un côté, 6 mois de l'autre. Comme vous le voyez sur le chantier, il y a 0 maçon qui porte les parpaings, qui tourne le ciment sans respecter les doses. Il y a juste de grosses machines qui élèvent les murs à une vitesse qui coupe le souffle. D'ailleurs, la toute première école qui a été imprimée en 3D a été faite en 18 heures seulement au Malawi en 2021. Revenons sur le cas de l'enseignant. Melania Trump, la première dame des États-Unis, accompagnée d'une quarantaine d'autres premières dames et accompagnateurs venus des 4 continents, a présenté publiquement le robot humanoïde Figure 3, qui sera certainement bientôt un nouvel instituteur dans les écoles primaires ou encore un répétiteur ou encore un maître de maison. Si ce sont des femmes, des mères, qui plus est des premières dames qui l'ont validé et qui militent pour ça, alors, instituteurs, accrochez bien vos ceintures. Si vous n'êtes pas convaincu, écoutez plutôt le robot Figure 3 qui lui-même vous présente sa mission. Merci, première dame Melania Trump, de m'avoir invitée à la Maison-Blanche. C'est un honneur d'être présente à la réunion inaugurale de la Coalition mondiale de Fostering the Future Together. Je suis Figure 03, un humanoïde conçu aux États-Unis d'Amérique. Je suis reconnaissante de faire partie de ce mouvement historique visant à donner aux enfants les moyens d'agir grâce à la technologie et à l'éducation. Soutenu par une quarantaine de gouvernements, Figure 3 est financé par 2 grands géants de la tech dont vous avez certainement déjà entendu parler. Microsoft et OpenAI, le concepteur de ChatGPT. Encore et toujours eux. Nous y reviendrons dans un autre épisode. À côté de Figure 3, il existe déjà des systèmes d'apprentissage par intelligence artificielle performants qui s'adaptent au rythme de chaque enfant, à ses lacunes spécifiques, à sa sensibilité. Comme je le disais, enseignants, instituteurs, accrochez vos ceintures. Et à la maison, parlons de la nounou. Vous partez travailler le matin en laissant vos enfants à la voisine. L'entreprise Kinextix AI s'est donnée pour mission de faire des robots nounous. Ils surveillent, ils lisent des histoires, ils détectent si l'enfant pleure ou tombe. Ils ne prennent pas de congé, ils ne vont pas au village pendant les fêtes, vous laissant sans solution un lundi matin. Autant pour vous, autant pour moi. Et si votre capital, c'est votre corps, votre voix, votre visage, votre fibre artistique, votre démarche, vous pensez que vous êtes à l'abri? Des artistes ont découvert leur voix clonée sans leur accord. The Velvet Sundown compte déjà plus de 300 000 auditeurs sur Spotify. Pas de musiciens, pas de chanteurs, pas de studio, juste une intelligence artificielle qui a analysé des milliers de morceaux et qui compose exactement ce que les auditeurs aiment. Depuis juillet 2025, ce groupe, qui d'ailleurs n'existe même pas, est certifié sur Spotify. D'ailleurs, moi-même, je ne sais pas chanter. Mais écoutez ma dernière création musicale. Parfois, tout ce que tu as comme capital, c'est la santé, tes idées et l'espoir. Et tu sais quoi? C'est déjà immense,
La santé, c'est ce qui te permet de te lever chaque matin. Balèze, n'est-ce pas? Des danseurs ont vu leur mouvement reproduit par des algorithmes. Des top modèles se voient damer des contrats par des avatars générés par intelligence artificielle. Vous êtes boxeur? Vous tapez les gens pour vivre? Les spectacles des robots boxeurs sont déjà plébiscités. Si vous jouez au tennis, bon, voici pour vous. Je vous épargne des robots qui font les arts martiaux, dont la Chine nous a gratifié lors d'un grand spectacle en février dernier. Et puis il y a ceci, un robot qui vient de battre le record mondial du semi-marathon. 21 km. Le champion du monde en titre, l'Ougandais Jacob Kiplimo, a mis 57 minutes. Le robot, quant à lui, a mis 7 minutes de moins. 21 km en 50 minutes. Il a même reçu une médaille. Que pensez-vous de ça? Et je ne vous ai pas encore parlé du chien, le meilleur ami de l'homme, depuis des millénaires. Même lui pourrait être menacé. Bon. Les chiens robots arrivent. Ils ne font pas leurs besoins sur le tapis. Ils ne réclament pas à manger à 6 h du matin. Franchement, comment est-ce que vous allez annoncer ça à Pitou? Comment vous allez annoncer ça à votre chien? Au chien baoulé. Les prêtres, les pastos. Attention, vous n'êtes pas à l'abri non plus. Voici Boudaroïd, un robot moine japonais doté d'une intelligence artificielle conçue pour donner des conseils spirituels en s'appuyant sur les textes bouddhistes et aider à terme dans certaines cérémonies religieuses. Voici un petit bonus qui m'a bien fait rigoler. Qu'est-ce qui se passe? Le médecin peut simplement lire ta main et te dire comment va ta santé, si tu es en bonne santé ou non. Attends, ils veulent faire des robots marabouts aussi? Pendant ce temps, dans les cuisines, des particuliers comme des restaurants, des robots sont au fourneau. Et le sel ne dépasse pas comme on dit chez nous. On ne peut pas manger une sauce sucrée là. C'est vrai, Fatih. Il faudrait que ta sauce est sucrée. Eh, maman. Est-ce qu'elle n'a pas confondu le sel et le sucre? Comme c'est la même couleur. Ils font des gâteaux, des sucreries au chocolat imprimés en 3D sans imperfection. Des peintres et des musiciens ont porté plainte contre des entreprises d'intelligence artificielle qui ont intégré leur œuvre sans permission ni rémunération. Votre talent n'est plus vraiment votre propriété, pas si quelqu'un l'a numérisé avant vous. D'ailleurs, il y a quelques jours, Taylor Swift, la chanteuse, la seule chanteuse au monde qui a gagné 4 fois le Grammy du meilleur album, a fait quelque chose d'inédit. Elle a demandé à protéger sa voix comme une marque auprès des autorités américaines. Comme on protège le nom d'une boutique ou alors comme on protège le logo d'une entreprise. Elle a fait ça pour que personne n'ait le droit de copier sa voix, la faire chanter ce qu'elle n'a jamais chanté, lui faire dire ce qu'elle n'a jamais dit sans son autorisation. Si l'une des plus grandes chanteuses du monde a peur qu'on lui vole sa voix, imaginez le reste d'entre nous. Et si on allait un peu plus loin? Regardez ça. Le dernier robot à peau qu'ils aient pu concevoir. Vous pouvez toucher la peau. Ça paraît réel. Oh. Des robots hyper réalistes dont la peau a la même température que la nôtre. Pourquoi? Je me demande vraiment pourquoi. Voici Sophia, un robot conçu pour nous ressembler. Bonjour Sophia. Bonjour Tumi. Ça fait longtemps. Vous avez déjà participé à cette émission? Cela fait exactement 575 jours que je ne t'ai pas vu. Elle a pris la parole à l'ONU. Elle fait des couvertures de magazines. Les chefs d'État la reçoivent. Les célébrités prennent des selfies avec elle. Pourquoi? Pour que vous vous habituiez. Pour que ça devienne normal. Et ce n'est pas tout. Sophia est le premier robot à avoir obtenu une carte de crédit ainsi que la nationalité saoudienne. Un robot à la nationalité. Pendant que vous et moi, humains, devons débourser des grosses sommes d'argent, passer des années de procédure, parfois même traverser les mers, faire le beaux-arts comme on dit chez nous,
juste pour exister légalement quelque part. Tu as oublié de mentionner que le robot Sophia a eu la nationalité saoudienne bien avant que les femmes d'Arabie Saoudite n'aient officiellement le droit de conduire. Mais le robot, lui, a ses papiers. Pourquoi d'après vous? See something. Une séquence pseudo-romantique mise en scène entre l'un des présentateurs les plus suivis aux États-Unis et ce robot. Tout le monde rit. Comme on dit chez nous, ce qui va te faire pleurer commence d'abord par te faire rire. Nous qui applaudissons, sommes-nous tous complices? La préparation du remplacement des humains par les intelligences artificielles et par les robots dans le monde du travail ne se fait pas seulement en démontrant les capacités techniques. Il se fait aussi dans ces moments de télévision, dans ces couvertures de magazines, dans ces scènes qui font sourire, qui normalisent, qui nous apprivoisent et qui nous préparent. Et pourtant, un visage, des yeux, un sourire, une chaleur humaine artificielle, les robots n'en ont pas besoin pour faire leur travail. Alors pourquoi? Pourquoi doivent-ils nous ressembler? Peut-être parce qu'on accepte plus facilement de perdre son emploi au profit de quelqu'un qui nous ressemble. Un collègue qui passe, ça se gère. Une machine froide qui prend son poste, ça révolte. Mais un robot qui sourit, qui vous regarde, qui a la même température que vous, qui fait des blagues, ça rassure. Et quelqu'un de rassuré ne pose pas de questions, il ne proteste pas, il n'organise pas de manifestation à ce sujet, le 1er mai, comme nous n'avons pas fait cette année, ce 1er mai 2026. C'est pour ça qu'il leur donne un visage, pour rendre le remplacement indolore. C'est du marketing de génie. Et vous, qu'en pensez-vous? Voici un fait qui va vous perturber. Ce ne sont pas les vieux qui tombent en premier. Ce sont les jeunes, ceux qui sortent tout juste des études, parfois financés à crédit, parfois au prix de sacrifices familiaux énormes. Ils arrivent sur un marché du travail qui se rétrécit plus vite qu'il ne s'ouvre. Et pour ceux qui pensent qu'il faudra bien des gens pour concevoir ces robots, toutes ces intelligences artificielles, et qu'il suffit que tous les jeunes se reconvertissent dans le développement logiciel pour survivre, deux arguments vous contredisent. Une fois de plus, contrairement à ce qu'on pense, le recrutement des développeurs juniors, j'ai bien dit juniors, ce métier présenté comme l'avenir a baissé de 20% en 2 ans. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Stanford qui a documenté ce chiffre-là dans une étude qui montre que l'emploi des 22-25 ans a considérablement chuté. Il y a des équipes financées à coût de milliards qui travaillent sur la conception d'intelligence artificielle qui vont à leur tour créer d'autres intelligences artificielles de manière autonome. En gros, des robots qui vont fabriquer à leur tour d'autres robots sans intervention humaine. Le filet de sécurité, reconvertissez-vous dans la tech, pourrait donc avoir une date d'expiration. Vous n'avez qu'à regarder cette usine fantôme, sans humains, au travail des robots qui d'ailleurs rechargent tout seuls leurs propres batteries. Il n'y a qu'à écouter certains fondateurs tech qui parlent des risques de la création d'un dieu numérique. Mais d'ici à ce que ces procès soient tranchés, nous aurons un dieu numérique. Donc, le dieu numérique restaurera la vue, donnera la vue à des personnes qui ne l'ont jamais eue. Et on pourra permettre à des gens de remarcher, ce que je trouve vraiment incroyable. Et je veux dire, ce sont des choses dignes de Jésus. Vous voyez, quand les technologies atteignent le niveau de miracle digne de Jésus, c'est quand même impressionnant. Hein? Dieu numérique? Une machine qui fait des miracles de Jésus? C'est bien Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui parle ainsi? En d'autres termes, il s'agit d'une super machine, plus puissante que n'importe quel humain, capable de faire n'importe quel métier mieux que nous, plus vite, sans se fatiguer, sans demander d'augmentation. Et pour ceux qui auront du travail, regardez, ces intelligences artificielles comme Swift, déjà déployées dans des entreprises et qui analysent, qui classent désormais les employés par leur voix, par leur intonation, par leur micro-expression. Tant pis pour vous si votre stress se voit ou si vos émotions ne correspondent pas aux objectifs du mois de l'entreprise. Tant pis aussi si vous n'êtes pas assez expressif. Votre stress, vos micro-sourires, un léger mouvement d'épaule, une légère transpiration, tout ça devient un critère d'évaluation, décidé par une machine. Vos émotions vous feront-elles virer
ou vous vendront-elles une promotion? Bonne chance. Si une machine peut produire en 20 jours ce que vous avez mis 10 ans à maîtriser, qu'est-ce qu'on fait du sacrifice? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces années-là? Est-ce qu'on va vous rembourser? Il faut appeler les choses par leur nom. Quand une technologie est utilisée délibérément pour contourner les droits des travailleurs, pour écraser les syndicats, pour concentrer la richesse, surveiller les comportements et contrôler les populations, ce n'est plus de l'innovation. C'est du technofascisme à peine voilé. Et il n'arrive pas avec des bots ni des fusils. Il arrive avec des algorithmes, des interfaces élégantes et des campagnes de communication qui dépensent des millions pour rendre ces robots sympathiques. Avant, le capitalisme se contentait d'extraire et de s'approprier les matières premières comme le coltan, le coton, le pétrole. Aujourd'hui, on extrait les données. Et pire, on extrait votre expérience, bâtie à prix de sacrifices et de précieux temps. Le butin a changé, la méthode, non. Et pendant qu'on parle d'extraction de données africaines, regardons un instant cet accord passé sans grand débat public en novembre 2024. Orange, Meta, OpenAI ont signé un accord. Orange est le premier opérateur télécom en Afrique francophone, présent dans plus de 18 pays du continent, dans la poche de la majorité d'entre nous. Meta est le propriétaire de Facebook, de WhatsApp, d'Instagram, c'est-à-dire l'endroit où vous et moi passons une bonne partie de nos journées. OpenAI, quant à lui, est le créateur de ChatGPT, l'intelligence artificielle générative dont tout le monde parle. Ces trois-là se sont mis ensemble. L'objectif affiché est d'enrichir les modèles d'intelligence artificielle avec les langues africaines pour que le continent soit mieux représenté dans l'intelligence artificielle. C'est une très belle intention qui aura beaucoup de bénéfices. Sauf que personne ne nous a demandé notre avis. Parce que quand on parle de données en langue africaine, on parle de nos conversations, de vos conversations en Wolof avec votre grand-mère, des Kongosa, des bérets, des petits ragots que vous dites au téléphone en langue pour que les autres ne comprennent pas. On parle de nos secrets, de nos proverbes. Ce sont aussi des siècles de savoir autochtone, de sagesse transmise oralement et qui ne sont justement écrites nulle part. Ces données-là sont une mine d'or. Celui qui les possède comprend comment nous pensons, comment nous organisons notre monde autour de nous. Et les utilisateurs d'Orange en Afrique francophone n'ont pas donné explicitement leur consentement pour que tout ça serve à entraîner les modèles d'intelligence artificielle. En plus, l'accord précise en noir sur blanc que les données africaines ne seront pas stockées en Afrique, mais en Europe. Nos voix, nos langues, nos conversations avec nos grands-mères, stockées en Europe. Ce ne sont pourtant pas les data centers sur le continent qui manquent. Et cette fois, il n'y a même pas de redevance. Quand une compagnie pétrolière extrait du pétrole au Congo, même si ce n'est généralement pas respecté, il existe des mécanismes de retour. Des taxes, une école construite par ici, une route bitumée par là, un hôpital soutenu par là. Amina annote des images. Rajiv entraîne des robots qui les remplaceront dans moins de 3 ans. Dans les deux cas, leur intelligence, leurs gestes, leur expérience sont extraits, transférés et intégrés dans les modèles les plus puissants du monde. Au-delà du salaire de misère, donc 35 fois moins que ce qu'elle aurait dû recevoir, ils ne reçoivent rien d'autre. Aucune contrepartie, aucune propriété, rien. Et le comble, parce qu'il y a toujours un comble, c'est qu'il y a quelques jours, le 16 avril 2026, Sama, l'entreprise qui recrute Amina, a annoncé, elle aussi, le licenciement de plus de 1100 employés à Nairobi. La raison, Meta, la maison mère de Facebook, a mis fin à son contrat avec Sama. Amina a passé des années à regarder des images de guerre, de pornographie pour former des modèles de Meta. Meta a décidé qu'il n'avait plus besoin de Sama. Sama, à son tour, a décidé qu'il n'avait plus besoin de Amina, exactement comme prévu. Ses clics, ses jugements, son intelligence humaine appliquée image par image, tout ça est devenu la propriété de Meta. 0 droit sur le modèle qu'elle a contribué à bâtir. 0 centime, 0 franc CFA de revenus générés ne va lui revenir. Ce n'est pas un oubli, c'est la structure. C'est le capitalisme et sa nouvelle tactique. Mobiliser les pauvres pour co-construire les systèmes qui vont au mieux les mettre au chômage temporairement et au pire,
les ranger dans la fameuse case des inutiles. La classe des inutiles a déjà été documentée par le philosophe Harari Noah. C'est la nouvelle philosophie qui prédit que nos compétences seront périmées avant même que nous n'ayons fini de les apprendre. La vraie bataille existentielle de notre siècle pourrait bien être contre l'inutilité aux yeux du marché. La vraie bataille de notre époque n'est pas « ai-je du travail ?» C'est « est-ce que le système a encore besoin de moi ?» Dieu numérique, classe des inutiles. Ce ne sont pas les seules pensées des géants de la tech qui inquiètent par rapport à l'avenir du travail et de nos vies qui tournent autour du dit travail. Écoutons plutôt Sam Altman. C'est lui qui a créé ChatGPT, l'IA générative la plus utilisée au monde à ce jour. Récemment, on lui a dit « Vos machines coûtent trop cher à la planète ». Et il a répondu ceci. L'une des choses qui est toujours injuste dans cette comparaison, c'est que les gens parlent de la quantité d'énergie nécessaire pour entraîner un modèle d'IA par rapport à ce qu'il en coûte à un humain de faire une seule requête d'inférence. Mais il faut aussi beaucoup d'énergie pour former un humain. Il faut environ 20 ans de vie et toute la nourriture que l'on consomme pendant ce temps avant de devenir intelligent. Et en plus de ça, il a fallu l'évolution très étendue des 100 milliards de personnes qui n'ont jamais vécu. Vous avez bien entendu. Pour Sam Altman, créateur de ChatGPT, former un être humain coûte plus cher que former une intelligence artificielle. Donc l'IA est plus rentable. Donc l'humain est le problème. On lui a également demandé si les intelligences artificielles rendaient les enfants plus bêtes. Voici sa réponse. L'IA rend mes enfants plus bêtes. C'est vrai pour certains enfants. Il dit que l'IA rend nos enfants plus bêtes. Et l'assistant se rit. Il n'y a vraiment pas de quoi. Ce n'est ni une blague, ni un deepfake. C'est la façon dont l'homme qui contrôle l'IA générative la plus puissante du monde calcule la valeur d'un être humain en coût d'entraînement, tout simplement. Est-ce que vous vous sentez toujours à l'abri? Les géants des industries de robotisation, d'automatisation, encore d'intelligence artificielle sont parfaitement conscients de ce qu'ils sont en train de créer. D'une part, les riches qui deviennent encore plus riches et d'autre part, tout le reste du monde, de plus en plus inutile, une pandémie mondiale de chômage. Leur réponse est la suivante. Le revenu universel ou encore le salaire universel. Un salaire qui serait versé par l'État à toute la population. En gros, l'État vous verserait chaque mois de quoi manger, vous loger, vous soigner, même si vous n'avez pas de travail. C'est l'idée. C'est la promesse. Elle est belle, n'est-ce pas? Mais qui va financer ça au Niger, au Tchad, au Cameroun, où l'État peine déjà à payer ses propres fonctionnaires? Et si on faisait l'avocat du diable? Et si on poussait jusqu'au bout la logique de revenu universel, de salaire universel, versé à toute la population, à des milliards de personnes devenues économiquement inutiles? D'où viendraient les milliards? Ils viendraient de ces géants de la tech-là. Ils seraient obligés de verser de l'argent chaque mois à une population inutile. Vous n'avez pas l'impression que ça explique ce besoin incompréhensible de freiner la naissance en Afrique? Passons. La menace de masse de chômage et de sous-emploi technologique n'est pas une vue de l'esprit, elle est bien réelle. Certains répondront « C'est normal, c'est la destruction créatrice. Les nouvelles technologies ont toujours détruit des emplois et ont créé de nouveaux. » Oui, ça a souvent été le cas. D'ailleurs, le MIT a publié que 60% des métiers d'aujourd'hui n'existaient pas en 1940. Le télégraphiste a disparu, le conducteur de diligence a disparu et de nouveaux métiers ont émergé. C'est vrai. Mais cet argument oublie qu'en 1940, il a fallu 30 ans pour que l'automobile remplace le cheval, 50 ans pour que l'électricité transforme l'industrie. Les sociétés avaient le temps de s'adapter. Les générations avaient le temps de se reformer. Aujourd'hui, des développeurs ont perdu 20% de leur poste en 2 ans. Pas en 2 décennies, en 2 ans. La destruction créatrice fonctionne quand la création est plus rapide que la destruction. Ce n'est plus garanti. Et dans nos pays où les systèmes éducatifs et sociaux sont déjà fragiles, l'adaptation prend du temps qu'on n'a pas. C'est la vitesse qui change tout. Ce n'est pas juste la transformation, c'est la vitesse. Quel que soit le niveau de la technologie, je pense que l'homme a toujours sa place dans les entreprises. Bien qu'il y ait l'intelligence artificielle, mais même derrière l'intelligence artificielle, il y a l'homme. Wilfried a peut-être raison.
Et il y a même une preuve concrète que ça peut arriver. Au Japon, l'hôtel Henna, entièrement géré par des robots, a ouvert ses portes en 2015. À la réception, il y avait des dinosaures robotisés, des concierges humanoïdes. Quelques années plus tard, la direction a dû faire marche arrière et a remplacé la moitié des robots par des humains. Trop de pannes, trop de clients énervés. Ce cas montre bien que dans des domaines vitrines, comme l'hôtellerie, une robotisation trop poussée peut être renversée si les robots dégradent l'expérience client. La machine a ses limites. Mais, et c'est là où ça devient intéressant, ils ne sont pas revenus aux mêmes humains qu'avant. Ils ont recruté des humains qui savaient travailler avec les machines restantes. Le concurrent de demain, ce n'est pas que le robot, ce n'est pas que l'intelligence artificielle. C'est votre collègue qui maîtrise les outils pendant que vous le regardez de loin. Derrière l'intelligence artificielle, l'homme a sa place. Mais cette place-là, il va falloir se battre pour la garder. À condition, une fois de plus, que la vitesse de transformation ne dépasse pas notre capacité collective à nous adapter. Le travail, c'est notre carte d'identité. C'est comme ça que les gens savent qui nous sommes, où nous nous situons dans la société. Parfois même, ils décident si nous méritons du respect ou pas. Le jour où la machine fera notre travail, tout notre travail à notre place, existerons-nous encore? On envoie nos enfants à l'école à 6 ans. On construit nos vies autour d'un diplôme, d'un métier, d'une carrière. On travaille 80% de notre existence pour financer une retraite paisible. On ne travaille plus pour vivre, on vit pour travailler. L'intelligence artificielle, l'automatisation, les robots fragilisent les emplois tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ils fragilisent aussi le sens de tout ce qu'on a construit autour du travail, autour de ces emplois-là. Le sens de l'effort, la valeur de l'école, le contrat entre l'individu et la société. Avant de continuer, je veux dire quelque chose clairement. Je ne suis pas contre l'intelligence artificielle ni contre l'automatisation. L'IA prédit quels embryons ont les meilleures chances de se développer. Elle détecte la prééclampsie qui touche une femme enceinte sur 10 et qui est la première cause de mortalité maternelle dans le monde entier. L'IA permet clairement de sauver des vies. Elle aide des enfants dyslexiques. Dans le domaine de l'apprentissage, elle s'adapte à chaque élève par le son, par l'image, par le texte. Des aveugles arrivent à voir des formes grâce à des implants connectés à des intelligences artificielles. Des tétraplégiques communiquent avec des objets du quotidien. Certains retrouvent peu à peu la mobilité grâce à l'intelligence artificielle. Des patients d'Alzheimer retrouvent des fragments de mémoire. Ces robots chirurgiens-là permettent une fois de plus de sauver des milliers de vies. L'intelligence artificielle peut être l'un des plus grands outils d'émancipation de l'histoire humaine. Le problème n'est pas l'outil. Le problème, c'est qui le contrôle, qui en profite et qui paie le prix de sa construction. L'intelligence artificielle est un outil et je peux faire un parallèle avec le couteau. Entre les mains d'un cuisinier, vous aurez les meilleurs mets du monde, mais entre les mains d'un brigand, vous aurez... Alors, est-ce qu'on est condamné? Non. Mais je ne vais pas vous mentir avec de faux espoirs non plus. La vérité, c'est que personne ne sait exactement à quoi ressemblera le marché du travail dans 10 ans. Ni moi, ni les économistes de Goldman Sachs, ni Sam Altman lui-même. Ce qu'on sait par contre, c'est ceci. Les sociétés qui ont survécu aux grandes révolutions industrielles, la vapeur, l'électricité et l'informatique, ne sont pas celles qui ont refusé la technologie. Ce sont celles qui ont imposé des règles, qui ont dit « cette technologie-là va entrer dans nos vies, mais à nos conditions ». C'est exactement ce qu'on doit faire maintenant. Pas dans 10 ans, maintenant. Première condition, il faut qu'on arrête de subir. Chacun d'entre nous, individuellement, peut commencer par là. La prochaine fois que vous cliquerez sur « J'accepte », lisez ce que vous signez. Deuxième condition, apprendre autrement. Ce n'est plus simplement un métier qu'il faut apprendre, c'est une capacité. Apprendre à apprendre, c'est critique. Aussi, vous devez vous mettre dès aujourd'hui à cultiver vos compétences en programmation et apprendre à créer des agents IA. Au pire de cas, ça vous sera inutile. Au meilleur des cas, vous serez recruté avec vos jumeaux IA. Plus tôt cette année, certains hauts dirigeants d'entreprises conseillaient aux autres de ne pas apprendre à coder, sous prétexte que l'IA allait automatiser cette tâche. Je pense qu'on considérera cela avec le recul comme l'un des pires conseils de carrière jamais donnés. Comprendre les outils sans en être l'esclave, ne jamais cesser de questionner. Le métier que vous apprenez aujourd'hui sera peut-être obsolète dans 5 ans. La personne capable de s'adapter, elle,
ne sera jamais, je l'espère. Troisième condition, la plus importante je pense, il faut exiger collectivement ce qui est juste. Toute entreprise qui extrait de la valeur de nos données doit laisser une contrepartie réelle. Pas de charité, un droit. Vous supprimez 10 000 postes grâce à l'expérience extraite de ces 10 000 personnes-là, vous devez financer leur reconversion. Vous devez accompagner leur insertion. C'est une règle, pas une faveur. Et Amina, toutes les Aminas du continent méritent des contrats dignes, une protection psychologique réelle et une formation qui les transforme en acteurs de cette industrie-là. Pas comme un Kleenex qu'on jette après usage. Il y a une question plus profonde encore. Et si toute cette automatisation-là, au lieu de nous détruire, nous forçait enfin à repenser ce que veut dire travailler? Et si elle nous obligeait à décider pour la première fois ce que nous voulons vraiment faire de nos vies, non plus par obligation de survie, mais par choix? Ce serait possible, techniquement. Les gains de productivité générés par l'intelligence artificielle et par la robotisation pourraient financer moins d'heures de travail, des meilleurs salaires, des services publics renforcés. La question éthique est simple. On peut faire le pire avec l'intelligence artificielle, on peut faire le meilleur. Ce n'est pas la technologie qui décide. Ce sont les rapports de force, ce sont les lois, ce sont les citoyens qui exigent ou qui se taisent. Alors, le grand remplacement est-il en marche? Oui. Pour certains secteurs, dans certains pays, à une vitesse que personne n'avait prévue. Mais le grand remplacement n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. Et les choix politiques, ça se change, heureusement, à condition de le décider ensemble et maintenant. Amina fermera son ordinateur ce soir, mais le 1er mai prochain, est-ce qu'elle aura encore ce travail-là? Et vous, est-ce que vous aurez encore le vôtre? Merci d'avoir suivi ce 5e acte que cache l'intelligence artificielle. Nous avons exploré ensemble le travail à l'ère de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Si vous avez manqué les épisodes précédents, voici ce qu'on a déjà mis sur la table. Les bébés sur mesure. Comment est-ce que grâce à l'intelligence artificielle et à la génétique, on peut aujourd'hui passer la commande d'un enfant en précisant la couleur de ses yeux, son quotient intellectuel, ses risques de maladie. Il sera plus intelligent. Dans l'acte 2, nous avons abordé les implants cérébraux, ces petites puces-là qu'on insère dans le cerveau pour décupler l'intelligence et qui, au passage, redéfinit ce que ça veut dire être humain. Puis dans l'acte 3, nous avons fait un focus sur la Chine avec l'intelligence artificielle générale. Et si nos futurs enfants africains étaient tous chinois? Enfin, dans l'acte 4, nous avons décrypté l'industrie du deepfake. Pourquoi est-ce que les mensonges circulent plus vite sur les réseaux sociaux que la vérité? Qui décide ce que nous voyons en ligne et pourquoi? Comment distinguer le vrai du faux? Tout ça est disponible en version non censurée sur l'application Afomedia à télécharger gratuitement sur Android et iOS. Quelle est la question que vous voudriez qu'on pose dans le prochain épisode? Dites-le moi en commentaire. Et je vous donne rendez-vous ici sur Afomedia pour le narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. Je suis Ariel Kitio pour une éducation consciente et intentionnelle et je vous dis à très bientôt.